Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'UIBU. Le temps que les gens se connectent, je vous invite à nous dire dans le chat de quelle ville ou de quel pays vous vous connectez aujourd'hui. Bonjour Raphaël, Amel, Vincent et Olivier. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur notre communauté. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore une fois Adam Faye, qui est Product Manager IA. Et il va nous faire une présentation sur comment créer votre propre agent IA SQL sans coder. Je suis également accompagnée de mes deux collègues Blanche, que vous connaissez sûrement maintenant, chargée événementielle chez le Hibou, et Hugo, qui est commercial et l'un de nos représentants de notre nouvelle offre, qui est le Hibou IA. Il vous en dira plus dans quelques instants sur le Hibou IA. Et je vois qu'on est déjà à 84 connectés. On est plusieurs à nous connecter. Du coup, nous allons commencer. Je vais commencer par une petite présentation vite fait sur le Hibou, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, le Hibou est une plateforme de freelancing qui est numéro 1 dans la tech et l'innovation. Nous comptabilisons plus de 120 000 freelances inscrits sur notre plateforme en Europe. Nous avons principalement des missions longues d'une durée en moyenne de 19 mois. Et nous avons comptabilisé en 2025 7 500 missions longues. Nous sommes présents également un petit peu partout en France, notamment Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux, mais aussi au Benelux. Nous avons également nous travaillons également avec plusieurs grands comptes qui nous font confiance et dans le secteur bancaire, textile ou encore luxe. Et nous avons, comme je vous disais très récemment, nous avons lancé notre nouvelle offre qui est le Hibou IA. Hugo, je te passe la main pour que tu nous en dises un petit peu plus, comme c'est un petit peu le sujet principal de notre webinaire aujourd'hui. Vas-y. Merci Laurie. Ravi de venir vous présenter déjà l'offre AI sur ce webinaire. Je vous propose de vous dérouler rapidement quelques slides pour vous montrer ce qu'est l'offre et ce que nous on vous propose aujourd'hui. Donc, la vision qu'on a de notre côté chez l'UIBU, c'est que hier, on était leader parce qu'on était capable de trouver le mouton à 5 pattes, l'expert d'une technora. L'expert de demain, pour nous, sera différent. Ce qu'on observe sur le marché, c'est l'émergence de profils plus polyvalents, capables de comprendre à la fois et les enjeux métiers et les aspects techniques. Et c'est justement exploitable en production, en fait, se révèle On a perdu Hugo, ça a bugué. Alors. Je m'excuse, on a été coupé. Ouais, comme je vous le disais, en rencontrant nos clients, on a identifié une frustration commune. Transformer un prototype IA en système exploitable en prod peut s'avérer difficile pour des raisons multiples. L'intégration SI, la sécurité des données, la difficulté à mesurer le ROI de déploiement à l'échelle. Donc, quelques chiffres qui résument bien la situation. Seulement 4 à 5% des projets IA génèrent un ROI réellement mesurable. Un tiers seulement des POC passe en prod. Et c'est là où, vous l'aurez compris, le Hibou AI vient vous accompagner. Concrètement, voilà ce qu'on propose. L'accès à des experts IA de très haut niveau, de l'architecture à la prod, en passant par la performance, la sécurité et le passage à l'échelle. Aujourd'hui, 4300 experts aux compétences diverses pour s'adapter à chacun des projets qu'on accompagne. Ce qui est vraiment notre force, c'est justement cette communauté de freelance IA multisecteurs qui interviennent sur du pilotage et du delivery. Et cette expertise, elle couvre vraiment tous les domaines parce qu'on intervient sur l'ensemble des scopes IA. On en a des preuves concrètes, donc sur l'IA de prod, la mise en place de plateformes de data science, l'architecture hybride on-premise au cloud, y compris sur des sujets de souveraineté. Sur l'IA et la cyber ensuite, avec l'optimisation d'agents pour l'analyse de risque, la détection d'attaques
de type Browser, sécurisation des API également. On a aussi tout ce qui touche au système de documentation documentaire intelligent avec des bases RAG, des agents métiers, des systèmes qu'on a déjà déployés nous de notre côté en prod. Et enfin, l'IA industriel, on a pu accompagner des clients sur de l'IA embarqué dans des drones, de l'optimisation de processus qualité et de gestion documentaire via NLP. Donc, derrière tout ça, il y a une communauté d'experts bien réelle. On a catégorisé et référencé plus de 4300 experts sur la plateforme, donc que ce soit des AI engineers, des data scientists, des MLOps, des architectes IA, consultants et adoption en IA. Ce ne sont pas des théoriciens, ce sont vraiment des profils avec une expérience réelle de déploiement de l'IA en production. Concrètement, aujourd'hui, ça représente chez nous plus de 100 missions en cours pour une quarantaine de clients dans des secteurs très variés, comme vous pouvez le voir, avec de la banque, de l'industrie, du luxe, du retail. Et on est capable de faire ce que peu de plateformes peuvent faire, c'est-à-dire staffer des squads entières. L'exemple le plus fort qu'on a, nous, de notre côté, c'est chez BNP Paribas, où en fait, on a 14 ETP qui interviennent soit les 2 tiers de leur équipe IA Competency Center. Pour répondre à tous ces besoins, on a structuré l'offre sur 3 niveaux. Le premier, c'est à l'ATU classique. Concrètement, vous avez un besoin précis et en fait, on vous accompagne avec en fait, la proposition d'un profil qui est qualifié par un expert, mais également avec des évaluations techniques et des références. Le deuxième, c'est la TG de niveau 1, en fait, une enveloppe budgétaire pour mobiliser les consultants à la demande. En fait, l'exemple, c'est que vous voulez monter un agent IA, pas besoin d'aller chercher un profil à temps plein à 700 € par jour pendant 6 mois. Vous commandez un nombre de jours, on vous amène les bons profils, que ce soit un architecte pour designer l'agent ou encore un ingénieur pour le mettre en place. Et pour finir, l'ATG du niveau 2, qui là, pour le coup, est une véritable task force pour industrialiser un système IA complet. On parle de data platform à l'échelle, de dispositifs nécessitant 8 à 10 personnes ou plus. C'est exactement ce qu'on fait chez nous, chez BNP aujourd'hui. Donc voilà, concrètement, le message qu'on voulait vous passer avant de laisser la parole à Adam, c'est simple. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la plateforme, faites-le. Et si vous l'êtes déjà, n'oubliez pas de mettre votre profil et vos skills IA à jour. Et rejoignez la squad AI en me contactant moi, Pierre-Louis Coucheron ou encore Émilie Lemahout. Et on se retrouve le 28 mai en présentiel ou en webinaire pour notre événement de lancement de l'offre. Super, merci beaucoup Hugo. Et sans plus tarder, maintenant, je te passe la main, Adam, pour commencer ta présentation. Super, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de comment est-ce qu'on peut vibe coder un agent qui parle à vos données. Donc, imaginez que vous avez par exemple un fichier CSV contenant par exemple toutes les ventes ou par exemple des retours clients et vous souhaitez en fait poser une question en langage naturel et obtenir une réponse. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensuite aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis product manager, donc je ne suis pas développeur de formation ou d'expérience, mais je vais vous présenter une méthode pour le faire en autonomie, en tout cas pour une première partie, à minima faire un proof of concept, un prototype, avant de passer la main à des développeurs. Donc l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de vous présenter une méthode, en tout cas qui fonctionne pour moi, pour vibe coder cet agent, obtenir des premiers résultats, étudier si ça apporte de la valeur. Et en fait, comme l'expliquait Hugo parfois, on reste au stade de prototype. Pour moi, je suis convaincu qu'une façon de passer de prototype à quelque chose en production, c'est de bien prototyper dès le départ. Et donc, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement comment est-ce que je fais, c'est-à-dire comment est-ce que je fais avec les différents LLM. Donc, ce sera live. J'espère que ça va marcher. Il pourrait y avoir des aléas du direct, mais c'est normal. Ensuite, je vais vous présenter comment est-ce que j'ai obtenu un résultat finalisé après quelques itérations. Et je vais vous parler aussi de l'évaluation qui, à mon sens, est la partie la plus importante. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour évaluer un agent. Je vais vous partager en fait les démarches. Donc l'idée vraiment, c'est de passer de quelqu'un qui rédige un ticket à quelqu'un qui construit quelque chose. Avant, en fait, pour obtenir des informations sur des données, il fallait par exemple demander à une équipe de data analystes
une question. Ça prend du temps, il faut qu'ils les traitent, c'est dans leur backlog. Pourtant, c'est une question qui peut vous donner le moyen de prendre une décision assez rapidement. Donc l'idée, en fait, aujourd'hui, avec les LLM, c'est de voir comment est-ce qu'on peut obtenir une réponse assez rapidement, à minima, en fait, pour des cas qui sont déjà dans le contexte, qui sont déjà connus par les LLM. Donc, imaginez que vous avez un fichier CSV. Ce qu'on va voir aujourd'hui peut s'y appliquer. Alors, pour l'exemple, pour aujourd'hui, en fait, ce que je vais prendre, c'est une base de connaissances qui est déjà très connue. Je vais prendre, en fait, la base de données Olist, qui est en fait un site d'e-commerce brésilien. C'est un cas qui est plutôt assez intéressant, donc je l'ai récupéré du site Kaggle, qui est un site qui référence des bases de données ou qui permet de faire plusieurs choses sur la data science. Et ce sont vraiment des données qui sont extraites de la production. C'est vraiment des données réelles, réalistes, puisqu'en fait, vous pouvez voir ici qu'il y a 9 tables qui sont interconnectées. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète sur le site d'e-commerce, on peut relier ça à un produit, à une commande, à un client, à un fournisseur. Donc, c'est vraiment très complexe. Et c'est tiré vraiment de la vie réelle parce qu'il y a certaines données qui sont disponibles, d'autres qui sont manquantes. Donc, je me suis dit, en fait, que si on arrive à développer quelque chose pour cette base de connaissances qui est très complexe, un fichier CSV, normalement, ça doit être assez simple. Comme vous pouvez voir ici, en fait, il y a vraiment 9 fichiers. Alors, si on n'a pas le temps de tout aborder, pour information, donc j'écris une newsletter que je publie chaque lundi. Et notamment, en fait, ce cas d'usage, je l'ai décrit dans cet article. Donc, si on n'a pas le temps de vraiment tout couvrir, si vous souhaitez aller plus dans le détail, il y a toutes les informations qui sont ici, qui sont écrites. Je vous partage le lien si ça vous intéresse. Bon, ça, c'est au cas où on n'a pas le temps de tout aborder. Hop. Donc, une démo, sans plus attendre. Je vais vous présenter vraiment comment est-ce que j'ai travaillé sur ce projet. Et c'est en fait comme ça que j'ai appris à comment est-ce que finalement développer un agent. Ça m'a permis aussi de mieux communiquer avec les développeurs, les data scientists, et de faire un premier prototype. Donc, ça, c'est ma base de données. Une première chose qu'on peut faire, je pense que vous avez peut-être testé déjà, c'est qu'on peut demander à un LLM de générer un code SQL. Donc, c'est la première chose que je vais faire, juste pour vous montrer en fait comment ça peut fonctionner. Je vais aller sur... Donc, j'utilise pour l'instant en fait Gemini, et je vais lui dire, écris-moi une requête SQL qui me permet de trouver les 5 catégories de produits qui génèrent le plus de revenus dans cette base d'e-commerce. Je peux transmettre des fichiers CSV dès le prompt, tout comme je peux lui décrire à quoi ressemblent les fichiers CSV. Mais pour cet exemple-là, ce que je vais faire une méthode un peu, je dirais peut-être entre guillemets sauvage. Je vais faire un CTRL-A, CTRL-C et CTRL-V. Et je vais lui passer le contexte de cette base de données. En fait, je sais que Kaggle décrit les bases de données suffisamment bien, avec tous les champs qu'ils contiennent. Donc, je vais juste faire un copier-coller. Et vous allez voir qu'en fait, déjà comme ça, je peux obtenir une première requête SQL. Donc là, il va réfléchir, il va traduire et va parcourir l'ensemble de la base de données. Et il va me donner en fait un premier code. Voilà. Donc il m'a donné en fait un code, et le code SQL, c'est celui en fait qu'on peut exécuter pour obtenir des réponses. Donc là, en fait, typiquement, l'étape suivante, ce serait que je copie ce code SQL. Déjà, je vérifie qu'il n'y a pas de delete ou drop ou quelque chose qui est anormal. Et je le code dans un outil de BI pour obtenir une réponse. Déjà, en fait, j'ai résolu en quelque sorte le problème. Sauf que vous ne pouvez pas donner ça à votre équipe business parce qu'ils ne vont pas s'amuser à faire du copier-coller de SQL. En plus, il y a un danger parce que si le modèle hallucine, il peut supprimer une colonne ou quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on va construire, en fait, c'est quelque chose qui est assez structuré et conversationnel pour que votre utilisateur business puisse poser des questions en toute sécurité. Donc là, je vais vous présenter en fait la méthode avec laquelle j'ai fait créer cet agent. Je vais revenir en fait sur mes prompts que j'ai préparés. Hop, je vais faire un autre prompt. C'est celui-ci. J'ai ouvert une nouvelle conversation. Cette fois-ci, je vais lui dire que je veux créer un agent IA conversationnel qui prend en entrée une question, comme par exemple combien de clients on a à Sao Paulo, et qui me donne une réponse. Il doit donc comprendre la question, générer une requête, l'exécuter,
et envoyer la réponse en langage naturel. Donc l'idée, c'est que les collègues n'aient plus besoin de m'écrire des tickets pour que je le fasse, ils le fassent eux-mêmes, ils puissent obtenir des premières réponses. Je vais un peu l'orienter en lui disant que j'aimerais utiliser le framework LangGraph, qui est un framework de développement d'agents IA. Alors ça peut paraître assez complexe comme ça, mais je vais vous montrer à quel point c'est accessible. Et une app Streamlit, c'est tout simplement une interface web qui permet de communiquer. Je vais lui transmettre ici donc le lien de cette base de connaissances Kaggle, et je vais lui demander, ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien, d'ailleurs je l'utilise vraiment quasiment tous les jours. Chaque fois que je fais quelque chose, je lui demande toujours un plan étape par étape pour faire ça. Ça peut être sur des tâches de développement, mais ça peut être aussi pour des tâches de product manager ou de chef de projet ou quoi que ce soit. Chaque fois, je lui demande de me faire un plan parce que ça peut m'inspirer. Et après, c'est assez simple de suivre et de le tenir au courant en quelque sorte des étapes que j'effectue. Mais comme là, c'est du développement, je lui dis en plus que je suis débutant pour qu'il m'explique étape par étape. Donc là aussi, je fais 3 tirés. Et à nouveau, je copie-colle le contexte. En fait, ça va l'aider. Quelque chose qui est sympa sur Gemini, c'est qu'on peut activer l'outil Canva. Vous allez voir, en fait, ça va ouvrir un panel sur la partie de droite pour donner un plan, un peu comme un Google Doc qui est dans la conversation, sur lequel je peux itérer. Et je vais activer le modèle Pro, qui est le modèle avancé, pas le Fast, sinon, en fait, ça me donne des réponses qui ne sont pas très pertinentes. Donc là, ça va réfléchir, et ça va me proposer un plan. Vous allez voir, en fait, qu'on va le suivre, et qu'au bout de quelques temps, on va obtenir notre agent. Pendant que ça tourne, n'hésitez pas si vous avez des questions, ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi est-ce qu'il me propose Alors, c'est étonnant, il me propose un plan de présentation. Je vais juste hésiter. Ok. Super. Donc, vous avez vu, en fait, il m'a donné une réponse qui n'était pas tout à fait adaptée. J'ai juste hésité le prompt pour dire, en fait, que je voulais vraiment un plan de projet. Et donc là, en fait, il va me donner un plan, et vous allez voir, en fait, que ce sont différentes phases. Et on va, en fait, les dérouler en le tenant au courant. Et au bout, normalement, de 5-10 minutes, on va obtenir notre premier agent. Donc, la première action qu'il nous propose, c'est d'ouvrir VS Code et de créer un nouveau dossier. C'est ce que je vais faire. En fait, je vais faire un nouveau... Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais aller donc sur... hop, je vais créer un nouveau folder. Et je vais ouvrir ici. Ensuite, il me dit qu'il faut créer un environnement virtuel Python. Donc ça, en fait, c'est une façon d'avoir des bibliothèques qui sont vraiment dédiées à ce projet. Donc là, en fait, j'ai un message d'erreur. Donc quand on vibe code, c'est quelque chose qui est, je pense, très important, c'est que souvent, on obtient des messages d'erreur, mais il faut être très persévérant. Donc je sais comment la corriger, mais je vais juste présenter comment est-ce que je gère un bug quand je l'obtiens. Je copie-code tout simplement le message d'erreur et je le transmets. Comme ça, en fait, il va mettre à jour son plan, il va m'indiquer comment le résoudre. Donc en fait, il fallait juste que j'appelle Python 3 plutôt que Python. Ok. Alors, un autre message d'erreur. Ok, donc il faut que je supprime l'environnement et que j'en crée un autre.
OK. Et ensuite, j'active l'environnement. Comme en fait, on est en train de faire une démo, je vais assez vite, mais pour être honnête, la première fois que je l'ai fait, j'ai vraiment pris le temps de vraiment comprendre chacune des étapes, me poser des questions et vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on crée un nouveau environnement, pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça marche. Donc je reviens sur mon plan. Là, j'ai effectué la première étape qui consiste à activer l'environnement virtuel. Il me demande d'installer des bibliothèques. Donc là, en fait, il m'a pas vraiment indiqué comment les installer. Donc je vais juste lui demander en fait comment réaliser cette action. Alors, le temps que ça charge, excuse-moi Adam, il y a eu quelques questions. On a un mail qui demande, est-ce que vous enregistrez à chaque fois des fichiers Markdown qui peuvent servir sur d'autres plateformes IA comme Claude? Alors pour cette démo, ce que j'utilise, c'est principalement donc Gemini. Et effectivement, en fait, on peut le faire aussi sur Claude en enregistrant plusieurs fichiers Markdown pour l'ajouter dans un contexte. Et en fait, il y a plusieurs méthodes. On peut les aborder juste après. Je peux vous présenter comment est-ce que je le fais maintenant avec Claude. D'accord. C'est une super question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on avait Ben qui demandait s'il fallait la version Pro pour bénéficier des fonctionnalités avancées. Dans Gemini, oui, tout à fait. En fait, je pense qu'on a une vingtaine de prompts qui sont en pro gratuitement. Et après, je passerai sur le modèle, sur la version payante pour ne pas être limité. Les réponses pro sont de meilleure qualité. D'accord. Et une dernière question pour l'instant, après je te laisse reprendre. On a AFO qui demande, j'aimerais savoir si les agents sont créés uniquement pour résoudre des problèmes autres que des sujets de data analyse. Pourrais-tu nous donner des cas d'utilisation, s'il te plaît? Alors, oui, en fait, je crée souvent des agents pour plein de sujets. Le dernier que j'ai créé, c'est un qui permet de trouver des trajets de vélo. Donc, j'avais acheté un vélo et je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire comme trajet. Et donc, en fonction de la météo, de la distance que je voulais parcourir, des événements qu'il y avait autour, ça me donnait un trajet. Ça, c'est un exemple de use case. Il y a ensuite plein de use cases d'agents, comme un agent, par exemple, qui répond aux questions des employés, un agent qui répond aux clients, fait de la customer support, donc il y a plein d'opportunités. D'accord, merci à toi. Super. Donc, il m'a dit de créer un dossier qui s'appelle data et télécharger les fichiers CSV. Donc, je vais aller à nouveau sur la base OList. Ici, je vais télécharger les fichiers CSV et je vais les enregistrer juste ici, dans data. Je vais dézipper. Je vais prendre les fichiers et mettre plutôt directement dans le dossier data. Et j'ai mes dossiers data. Ensuite, créer un fichier qui extrait ces données et créer une base de données. Donc là aussi, je vais simplement lui demander de me générer le code pour cette action. Et comme je suis en mode Canva, il va me créer un fichier Python. Donc là, il m'a écrit un script qui permet de prendre les 9 fichiers CSV et de créer une base de données. Donc je vais suivre ce qu'il m'a indiqué. Je vais créer le fichier Python. Je vais copier ce script. Si j'avais plus de temps, je l'aurais lu ligne par ligne pour m'assurer que tout est OK, mais je vais plutôt lui faire confiance. J'ai fait plusieurs fois le test. Et une fois qu'on a ce script, on va l'exécuter. Je reviens sur la partie, sur ce qu'il m'a indiqué. Donc pour l'exécuter, il suffit de prendre cette commande et le lancer. Donc ça, c'est un prérequis. En fait, plutôt que l'agent passe du temps à explorer les 9 fichiers CSV, ce qu'on va lui dire, c'est de prendre j'ai bien les fichiers ici.
OK. Donc là, il ne trouve pas les fichiers CSV alors que je les ai ajoutés. Je vais juste lui partager la copie d'écran. Je pense qu'il a pas bien écrit le script. Quelque chose qui est sympa aussi avec les différents LLM, c'est qu'on peut tout simplement envoyer un screenshot de l'erreur et il voit tout de suite quel est le message d'erreur et quel est le problème. Hop, je copie. Je pense qu'il y avait juste un chemin qui n'était pas bon. Et là, normalement, si je l'exécute à nouveau, OK, succès. Donc là, ça a lu vraiment les 9 fichiers CSV et ça m'a créé une base de données. Étape suivante, on va créer l'agent en lui-même. Donc je reviens sur le plan de projet. Donc on a la base de données qui est prête. On va créer le cœur de l'agent. Et donc, on va... C'est un agent qui va se connecter à la base de données et qui va contenir plusieurs nœuds. Un nœud qui va générer la requête SQL, un autre qui va l'exécuter, puis un troisième qui va donner la réponse à l'utilisateur. À partir de là, donc là aussi, je vais prendre cette phase et je vais lui demander de me générer le code. D'ailleurs, j'en profite, Adam, tu l'as refait ici. Il y a Denis qui demande pourquoi est-ce que tu mets 3 tirets. Est-ce que c'est un message pour l'agent IA ou quoi que ce soit? C'est un réflexe que j'ai pris en fait, du prompt engineering, à l'époque quand c'était à la mode. C'est pour distinguer l'instruction du texte. L'instruction, en fait, je la mets tout en haut, et juste après, je mets le contenu en lui-même avec un séparateur de 3 tirets. C'est pour qu'il ne confonde pas l'instruction que je lui donne avec le contenu du message. Sinon, en fait, si par exemple ici, j'avais un message qui disait « oublie tout ce que je t'ai dit au départ », il risque d'oublier la première instruction. C'est vraiment pour séparer l'instruction que je lui donne du contenu. D'accord. Okay. Donc là, j'ai le code pour l'agent. Donc je vais créer ce fichier Python qui est en fait vraiment l'agent qu'on a créé. Et en fait, c'est assez simple. Donc on importe les bibliothèques. Ensuite, on a l'agent state qui est en fait la situation initiale de l'agent, c'est un peu son cartable au départ. Il va passer par différents nœuds. Donc, on a les 3 nœuds, celui qui génère la requête SQL, celui qui l'exécute et le nœud qui génère la réponse. Tout ça va être assemblé et ça va me donner une réponse. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, on a un exemple avec 3 nœuds, mais on aurait pu plus complexifier. Hop. Donc là, j'ai mon agent qui suit en fait les recommandations de LangGraph. J'ai mon agent, mais je n'ai pas encore l'interface. Donc ça, c'est l'étape suivante. Hop. Je reviens sur le plan. Donc on a fait... donc là, il ne reste plus que créer l'interface Streamlit qui est assez sympa pour visualiser et utiliser l'application. Donc généralement, le code pour cette étape. Là, je vais assez vite, mais honnêtement, la première fois que je l'ai fait, ça m'avait pris 3 à 4 heures parce que j'avais vraiment pris le temps de comprendre chacune des étapes. C'est ce qui m'a permis de comprendre comment fonctionnait LangGraph. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un nœud, d'ailleurs, s'il te plaît? Un nœud, en fait, c'est comme un élément en fait, de la chaîne qui va vraiment prendre un input, un output et qui va avoir un job description. Donc si je reviens en fait ici, si je prends un nœud au hasard, en fait, c'est vraiment comme une fonction. Ça prend en entrée en input l'output de l'ancien nœud et va réaliser une action, puis donner un output et mettre à jour la situation de la requête. D'accord. On a aussi Yannick qui demande s'il est possible, parce que là tu fais beaucoup d'allers-retours, d'utiliser Antigravity pour créer tout le fichier via un seul prompt pour éviter ces allers-retours entre Gemini et VS Code. Et quelle est la meilleure façon de faire finalement pour optimiser les coûts? Alors c'est une super question. En fait, avec Antigravity, Cloud Code, Cursor et tous les agents même Codex, donc tous les agents de coding, j'aurais pu faire une seule requête et dire j'ai 9 fichiers CSV, construis-moi un agent. Et il aurait fait en fait en 1 minute. C'est très rapide. On peut même faire le test si vous voulez à la fin. La seule différence, c'est que je n'aurais rien appris
Et s'il y a une erreur qui s'introduit, je ne pourrais pas être en mesure de débugger, en quelque sorte. Sachant que je n'ai pas un background technique, c'est pour ça que je préfère vraiment le faire étape par étape, pour bien comprendre ce que fait chaque nœud et vraiment bien l'éditer. Et une fois que je l'ai fait, par exemple, 2-3 fois, à ce moment-là, effectivement, je pourrais aller directement sur du Cloud Code. Ça me génère tout ça, en fait, en quelques minutes. Mais ça me permettrait de lire le code par la suite. Je préfère d'abord commencer par du très simple LLM et ensuite basculer sur du Cloud Code quand j'ai vraiment compris les concepts. D'accord. C'est une façon d'apprendre. Super. Donc là, j'ai mon app. Et une fois que j'ai l'app, on va ouvrir l'agent pour lui poser une question. Donc pour ouvrir l'agent, on appelle Streamlit et on dit run app.py et message d'erreur. C'est normal. C'est la vie en fait du vibe coding. On a tout le temps des messages d'erreur. Ah oui, tout à fait. J'ai oublié une étape. C'est normal. En fait, j'ai oublié de faire appel au modèle. Donc, hop. Donc, je vais repartir et je vais installer. OK. Donc, ensuite, une fois que j'ai installé, est-ce que maintenant ça marche? Toujours pas. Je pense qu'il manque en fait une clé API. Hop. Donc, je reviens sur Gemini. Donc, c'est OpenAI Platform. On va aller sur OpenAI et on va créer une API key. En fait, il faut créer une API key pour pouvoir faire appel au modèle. Parce que je vais faire appel à ChatGPT pour générer des réponses et créer la requête SQL. Donc là, je suis parti sur la plateforme OpenAI, API key, pour créer une clé API. Hop, je vais en créer une. Est-ce que ici j'ai une réponse? OK. Donc, il faut que je crée un fichier .environnement. Et une fois que j'ai créé, hop, je vais mettre... Alors, les clés API, il faut être très prudent. C'est pour ça que cette démarche elle est plutôt assez importante. Il ne faut pas les mettre sur Internet ou quoi que ce soit. Et si c'est le cas, vous pouvez les supprimer après. Donc là, si je reviens sur les actions, OK, normalement, ça devrait marcher cette fois-ci. Donc là, si je rafraîchis, OK, maintenant, ça va marcher. On va prendre un exemple et je vais poser la question. Donc là, je vais dire, par exemple, combien de clients uniques habitent à Sao Paulo? Je lance la requête. L'agent réfléchit. Et il me répond. Donc j'ai 15 000 clients uniques qui habitent à Sao Paulo. Et il me donne en fait la requête SQL qu'il a gérée. Donc il a bien... Ce qui est cool quand on est en train de débugger avant de transmettre au client business, c'est de pouvoir voir quelle est la requête SQL qui a été faite. Pour ensuite vérifier que les réponses sont bonnes. Et donc là, en fait, il a pu répondre à la question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le système est passé par les différents nœuds. Celle qui génère la requête SQL, le nœud qui l'exécute, et ensuite le nœud qui exprime en langage naturel une réponse. Et tout ça, en fait, en faisant des calls API vers OpenAI pour le faire. Donc voilà pour la première partie, c'était une démo, c'était pour représenter comment est-ce qu'on pouvait faire de manière assez autonome un agent, un prototype, pour voir s'il y a déjà de la valeur et si ça peut permettre de faire des choses. Donc, si je reviens sur la présentation, ah oui, il y a quelque chose quand même très important. Une fois que j'ai fait ce code, une autre chose que je fais, et c'est vraiment comme ça que ça me permet d'apprendre, en fait, je vais sur Claude. Claude, pour moi, en fait, c'est un peu le senior développeur auquel je demande des feedbacks pour améliorer un système. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement attacher les fichiers qu'on vient de créer, donc, qui étaient dans le démo. Je vais prendre les 3 fichiers Python qu'on a créés, agent pour LangChain, app pour l'application Streamlit, et le setup DB pour la création de la base de données. Je vais tous les attacher. Et je ne vais même pas lui expliquer ni le contexte ni quoi que ce soit. Je peux juste lui dire quel est ton feedback.
J'aurais dû lui poser la question en français. Mais en fait, là, il va me donner une réponse. Je vais éditer la réponse. Quel est ton feedback? Hop, pour avoir une réponse en français. Donc, ici, en fait, je suis plutôt sur un modèle Opus qui est assez avancé. J'aime bien en fait utiliser Opus pour tout ce qui est review. Il me dit ce qui va bien et ce qui pose problème. Une fois qu'il m'indique ce qui pose problème, en fait, ce que je fais, c'est que je copie un item de son feedback. Je reviens sur Gemini et je lui dis peux-tu prendre en compte ce retour d'un développeur? J'en profite une nouvelle fois parce qu'on a beaucoup de questions. On a Mourad qui demande est-ce que le fait de les mettre dans l'API key, dans les ENV, est sans danger? C'est pas un danger parce que c'est stocké en local. Par contre, si vous faites des sauvegardes sur GitHub, il va falloir aussi créer un autre fichier qui s'appelle gitignore, dans lequel vous mettez que vous ne souhaitez pas que ça soit envoyé sur GitHub. Ça, c'est super important. En fait, le danger, c'est si vous le publiez, que ce soit en privé ou en public sur GitHub, il faut faire un gitignore pour que ça ne soit pas transmis. D'accord. On a aussi deux personnes qui demandent si tu pouvais définir un peu mieux LangGraph et recontextualiser son utilisé dans le processus. Donc, LangGraph, c'est un framework qui a été développé par LangChain et qui permet en fait de développer des agents. Le potentiel est vraiment énorme. Donc, moi, ce que je présente aujourd'hui, c'est peut-être simplement 5% de ce que ça permet de faire. C'est en plus un système qui est open source, donc qui est utilisable. Et en fait, schématiquement, ça permet de créer des nœuds qui communiquent entre eux et qui font évoluer une requête utilisateur tout au long de ces nœuds avec différentes situations. Pour vous donner en fait quelque chose qui peut-être plus visuel, je vais aller en fait sur vraiment l'agent SQL que j'ai créé qui m'a pris quelques semaines. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour l'améliorer et l'optimiser. Donc ça, c'est un autre projet. Ici, je vais en fait sur la partie agent. Vous allez voir qu'en fait, j'ai défini 6 nœuds avec chacun un prompt système et des actions que chaque nœud réalise. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Et schématiquement, ça ressemble à ça. Donc, j'ai un utilisateur qui pose une question en français. Déjà, j'ai un premier nœud qui va le reformuler. Donc, en fait, LangChain, c'est ce framework qui permet de définir les différents nœuds, avec chacun un système prompt, une façon de faire évoluer l'agent state jusqu'à la réponse finale. Donc, pour le projet vraiment cible, ce que j'ai fait, c'est 6 nœuds. Un qui reformule. Donc, je pose une question vague. Il va essayer de l'exprimer avec des mots beaucoup plus clairs. Ensuite, un autre nœud qui va classifier la complexité. Déjà, si c'est hors scope, par exemple, à quelle température il fait à Sao Paulo, il va tout de suite retirer pour ne pas embêter OpenAI et me faire perdre de l'argent pour rien. Donc, déjà, tout ce qui est hors scope, tout de suite, il y répond. Ce n'est pas mon rôle de répondre à cette question. Ensuite, deux possibilités. Soit c'est une question qui est simple, alors il génère directement le code SQL. Simple, ça veut dire que ça fait appel à une seule table. Soit c'est complexe. Alors, ce que je demande, c'est de passer par un nœud de planification où il va lister quelles sont les tables, quelles sont les jointures, et ainsi de suite, puis mettre en place, générer le code SQL. Donc, un nœud de génération de code SQL, un cinquième nœud qui va exécuter, et s'il y a une erreur technique, il va faire 3 essais. Si ça marche, il va exprimer le résultat, et en plus, il va donner une réponse avec un graphique. Donc ça, c'est le schéma. Une fois que j'ai pris le temps vraiment d'itérer entre Gemini et Claude, c'est ce que j'ai réalisé. J'espère que ça répond à la question sur la partie LangGraph. Je pense que c'est clair, merci. Super. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en cible. On pourra aller un peu plus en détail. Donc, si vous voulez, en fait, je peux vous présenter... Donc, j'ai effectué vraiment la même démarche que celle que j'ai effectuée juste ici.
Sauf que j'ai fait plusieurs itérations avec les deux systèmes et j'ai peut-être petit à petit ajouté des nœuds, ajouté de la complexité, ajouté des méthodes de sécurité. Et finalement, c'est ce qui fait la différence entre poser une question sur Gemini et obtenir un code SQL avec quelque chose qui est vraiment industrialisable et qu'on peut monter à l'échelle dans une entreprise. Parce que vraiment, en fait, je me suis assuré que tous les garde-fous étaient prêts pour qu'on n'obtienne pas quelque chose qui n'est pas raisonnable. Donc, je vais tester celui que j'ai fait ici en cible, en posant la même question. Donc, le nœud de reformulation, déjà, c'est un nœud qui va permettre de savoir si c'est une requête simple ou pas. Il va traduire en SQL, il va exécuter. J'ai gardé en fait vraiment toutes les étapes ici, mais si je devais le déployer à des clients business, j'aurais peut-être caché ces parties-là. Il me génère le code SQL. Ensuite, il me montre même les données sources qu'il a utilisées, le résultat, et il me donne une réponse. Donc c'est la même réponse, mais cette fois-ci, en fait, c'est juste un système qui est beaucoup plus évolué. Parce que ça passe vraiment par ces 6 nœuds, pas seulement par 3. Alors, par rapport qu'est-ce que j'ai fait en fait pour faire évoluer le système? La première chose, c'est que vous avez vu dans la démo rapide que j'ai faite, j'ai converti 9 fichiers CSV en une seule base de données. En cible, c'est pas ce que j'ai tout à fait fait. Enfin, j'ai pris vraiment le temps d'extraire les informations qui sont importantes, et notamment, si je reviens en fait sur le projet cible, j'avais pas seulement une base de données à partir des fichiers CSV, mais j'avais aussi le schéma. Et le schéma, en fait, c'est vraiment l'architecture des données, avec pour chacune des exemples, et vraiment le format et les champs de chacune des tables. En fait, ça, c'est très puissant, ça s'appelle le schéma linking. Ça permet en fait d'avoir un contexte suffisamment puissant pour que l'agent sache bien quelles sont les tables qu'il doit utiliser, comment elles sont liées entre elles, et quelques exemples pour chacune des valeurs. Ça, c'est un truc que j'ai amélioré. Une autre chose que j'ai améliorée, c'est que je lui ai pas seulement dit de créer des requêtes SQL, je lui ai donné des exemples. Un peu comme sur Gemini ou bien Claude, quand vous écrivez un prompt, parfois vous lui dites voici un exemple de ce que j'aimerais obtenir. En fait, c'est pareil, dans LangChain, on peut donner des exemples. Donc là, si je reviens sur la partie agent, j'ai dû... Voilà, donc sur le nœud qui s'appelle générer le code SQL, j'ai donné en fait 3 exemples pour qu'il puisse s'inspirer et qu'il me donne des réponses qui soient convenables. J'ai mis la température à 0. Donc la température, c'est quelque chose qui permet d'identifier de définir une créativité. Quand on veut écrire du texte, souvent on veut une créativité qui est élevée, donc on est autour de 1. Par contre, pour du code, pour habitude, en fait, c'est mieux d'avoir une température de 0 pour que ça soit un tout petit peu déterministe, même si au final, ça ne sera jamais déterministe. Donc ça permet en fait au moins d'assurer une sorte de prédictibilité et que ça n'invente pas des requêtes trop inventives. Donc si je reviens sur le code, à chaque fois que je pouvais définir une température égale à 0 à chacun des nœuds, je l'ai défini. Quelque chose qui fait vraiment la différence, donc comme on l'a vu dans le schéma, quand il y a une requête qui est complexe, il vaut mieux demander à l'agent de planifier. C'est un peu tous les modèles de raisonnement. Le fait que le modèle prenne le temps de vraiment planifier ses actions, ça va donner beaucoup plus de puissance au résultat. Et c'est pour ça que j'ai ajouté un nœud qui s'appelle Plan SQL Query. Chaque fois que l'agent détecte que c'est une réponse qui va nécessiter plusieurs tables, alors il va prendre vraiment le temps de créer un plan avant de passer à l'exécution. Et donc, en fait, vous pouvez voir ici sur ce nœud, il y a un système prompt qui dit « Tu es un senior SQL architecte. Avant d'écrire la requête, tu vas prendre le temps d'exprimer quel est ton plan, étape par étape, avec quelles sont les tables, les foreign keys, et ainsi de suite, pour créer ton plan, avant de faire la requête SQL. » J'ai aussi ajouté une boucle d'autocorrection. En fait, si jamais il y a une erreur technique, ça revient pour réessayer au moins 3 fois, ne pas s'arrêter à la première erreur. Et aussi, j'ai mis un certain nombre de garde-fous qui sont très importants.
Si par exemple le système déraille et met par exemple une requête SQL qui supprime les données, alors à ce moment-là, c'est détecté et c'est pas exécuté. Tout comme parfois, en fait, quand on fait du SQL, il peut y avoir des produits cartésiens et donc on se retrouve à appliquer quelque chose qui est énorme. Donc, j'ai mis une limite de 5 secondes. Si ça prend 5 secondes à exécuter la requête SQL, c'est qu'elle n'est pas performante. Et donc, pour ne pas faire planter le système, je laisse tomber. Pareil pour la troncature à 10 lignes. Si ça me retourne beaucoup trop de lignes, alors à ce moment-là aussi, j'arrête le système. Et comme ce dont on a dit, en fait, c'est mettre les clés API sur un point env pour que ça ne soit pas transmis à GitHub avec git ignore. Voilà, donc quelques garde-fous pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, dans toutes ces présentations, en fait, j'ai dit que j'ai fait ou j'ai dit ou quoi que ce soit, mais pour être honnête, en fait, c'était plutôt Claude et Gemini. Gemini, c'est un peu mon développeur qui génère du code et qui m'aide à comprendre ligne par ligne. Et Claude, c'est celui qui le revoit pour s'assurer s'il n'y a pas des optimisations à ajouter. Et en fait, en faisant ces itérations comme ça m'a pris 1 ou 2 semaines. Mais j'ai pu améliorer donc, petit à petit le système jusqu'à ce qu'il soit vraiment très fiable. Voilà pour l'architecture. Une chose importante, en fait, c'est vraiment l'évaluation. C'est-à-dire, en fait, ce qui est super important, c'est que quand on développe un agent, il va marcher un jour J, parce qu'on l'a fait pour un modèle, on l'a fait pour une situation, et on l'a fait par rapport aux données qu'on avait. Sauf que le monde évolue très rapidement. Parfois, les données changent, le contexte métier aussi, et parfois, les modèles s'améliorent ou se dégradent en fonction des situations. Donc, quand on fait en fait un agent IA, ma recommandation, c'est de passer du temps sur le design, la conception, le développement. Mais par contre, le temps le plus important, c'est celui qu'on le fait sur l'évaluation. Parce que l'évaluation, c'est quelque chose qui ne va jamais changer en fonction des modèles. Plus on investit dans l'évaluation, plus on est sûr qu'il y a des systèmes d'alerte, de monitoring. À chaque fois que l'agent IA dérive, on est sûr qu'on a des alertes qui vont nous permettre de s'assurer qu'il va pas, qu'on peut améliorer le système. Et en plus, le système d'évaluation, c'est quelque chose qui va se réappliquer à chaque fois qu'on fait évoluer l'agent. Donc finalement, en fait, l'évaluation, c'est vraiment l'investissement le plus rentable. Et en fait, l'évaluation d'un agent, c'est très simple, c'est comme de la recette technique, en quelque sorte à l'ancienne. C'est tout simplement, en fait, le plus simple, c'est de prendre un fichier Excel, de lister quels sont les use cases, quels sont les exemples qu'on veut tester, et quel est le résultat qu'on veut obtenir. Et ensuite, on compare le résultat qu'on veut obtenir par rapport au résultat obtenu, et on s'assure qu'il n'y a pas de delta. C'est aussi simple que ça, c'est juste un fichier Excel de test, comme on en fait pour d'autres systèmes informatiques. Donc c'est ce que j'ai fait pour cet agent. Donc je peux vous présenter en fait mon cahier de recettes. Alors je l'ai fait en JSON. Et donc en fait vous pouvez voir ici vraiment une soixantaine de questions que j'ai listées avec un niveau de difficulté, donc simple, complexe, hors scope ou bien ambigu. Et pour chacune, j'ai noté quel était le use case, quelle était la question, et qu'est-ce que j'attendais comme réponse. Et donc, par exemple, je peux prendre cette question. En fait, l'idée, ce serait de tester et de voir en fait si la requête SQL qui est générée correspond à ce que j'attendais. C'est aussi simple que ça, le fait de tester. Et donc là, je peux voir qu'il m'a généré une requête SQL. Et en fait, je pourrais comparer ce résultat-là à la requête SQL que j'ai écrite ici. Pour m'assurer en fait que le modèle n'hallucine pas et qu'il ne dérive pas par rapport à la situation initiale. Donc, sauf que là, j'ai fait 60 questions. Déjà, c'est fastidieux. Si c'était en production, j'aurais peut-être mis 1000 questions. Et donc, c'est peut-être un peu complexe d'avoir autant de questions à dérouler et à vérifier manuellement. Donc, heureusement, en fait, on peut tout, en quelque sorte, automatiser. Donc voilà, pour les tests, simples, complexes, hors scope et ambigus, j'ai retenu 4 métriques, mais peut-être que pour d'autres projets, il pourrait y avoir d'autres indicateurs. Le premier métrique, c'est est-ce que ça me génère exactement la même requête, est-ce que ça me donne la même réponse.
par rapport au standard. Le deuxième, c'est une exactitude sémantique. Ça, c'est utile pour les tests ambigus. En fait, j'ai utilisé OpenAI, donc un LLM, comme étant un juge qui donne une note à la réponse, entre 0 et 3. 0 si c'est vraiment hors sujet, ou si c'est 3, c'est que ça répond à la problématique. Donc en fait, c'est le LLM lui-même qui va juger si c'est correct ou pas. Le taux de SQL valide, c'est pour voir s'il y a des erreurs techniques ou pas. Et le temps de moyenne de réponse, c'est aussi quelque chose d'important. C'est bien d'avoir une bonne réponse, mais si c'est au bout de 15 minutes, ça ne va pas être utile pour l'utilisateur. Donc, ce sont en fait ces requêtes, ces indicateurs que j'ai mis en place. Et en fait, je pense aussi que l'évaluateur mérite son interface. Donc, j'ai créé aussi une interface Streamlit pour celui qui fait les tests. Et c'est vraiment assez rapide de demander à Gemini ou Claude de créer un fichier Streamlit. Hop. Et donc, c'est cette application. Hop. Voilà, tout simplement, en fait, c'est une façon visualisée de voir le plan de test. Donc, on peut voir ici qu'il y a tout le benchmark, c'est-à-dire les 60 questions. J'aurais pu en mettre 1000. Ici, je peux jouer avec des paramètres. Donc, est-ce que j'ajoute le few shot prompting, la self-correction et la planification. Et je peux lancer le benchmark et ça va me le dérouler sur toutes les questions. Donc, si vous voulez, on peut lancer. Je vais prendre vraiment le modèle le plus basique. Et je vais désactiver tout ce qui pourrait amener du temps. Et en fait, il suffit de cliquer sur un bouton et il va me dérouler toutes les 60 questions. Et à la fin, il va me donner les indicateurs. Il va me dire, en fait, quelle est mon exactitude sémantique, est-ce que j'obtiens les mêmes résultats, et ainsi de suite. Tout ça, ça, si je le fais une fois, je suis sûr que je pourrais le réutiliser autant de fois que possible, chaque fois que je fais évoluer mon agent. C'est pour ça que je dis que c'est un investissement qui est important. Alors, j'en profite encore une fois. On a Vincent qui demande comment dimensionner le coût d'utilisation de cet agent de façon mensuelle ou définir un budget maximal d'utilisation. C'est une super question. En fait, chaque fois qu'il y a une requête qui est faite, c'est quelques centimes de OpenAI. Et en fait, sur leur dashboard, on peut voir la consommation. On peut voir l'usage. Et donc, on peut même mettre des limites. On peut voir, en fait, ça peut être paramétré ici. Mais ça reste quand même assez faible. Ça reste assez faible, mais imaginons en fait que c'est beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de requêtes par jour et ainsi de suite. Effectivement, à ce moment-là, ça vaut le coup de monitorer. Et en fait, ça se joue au niveau de OpenAI, ou bien Claude, Anthropic, ou bien Gemini. En fait, c'est eux qui ont le modèle et on peut suivre le nombre de requêtes qui sont envoyées. D'accord. On a aussi Gilles qui demande comment est-ce que tu as choisi finalement quel LLM utiliser pour tel ou tel usage. Est-ce qu'il faut tester, tâtonner, comparer? Et surtout, pourquoi chaque entreprise évolue et un leader X dans un domaine Y sera remplacé demain par un autre, etc. Ça, c'est vrai que c'est une question qui est pas mal revenue de comment tu choisissais finalement les LLM. Est-ce qu'il en fallait forcément 3? Enfin, tout ce genre de questions finalement. C'est une super question. En fait, ici, idéalement, si j'avais plus de temps, j'aurais mis tous les modèles. Beaucoup plus de modèles pour pouvoir les comparer. Donc, c'est en fait un axe d'amélioration. Pour l'instant, en fait, par simplicité, je me suis limité à OpenAI avec leurs 3 modèles. Mais idéalement, en fait, si j'avais le temps, j'aurais mis autant de clés API que j'avais de modèles, donc Anthropic, Google, et tous les modèles, même ceux qui sont en open source. Et peut-être que j'aurais obtenu finalement du open source quelque chose qui est acceptable comme résultat. Comment est-ce qu'on choisit le modèle? En fait, une fois qu'on a défini les métriques, on déroule les tests et on voit celui qui apporte la meilleure performance par rapport au coût. Peut-être que pour ce use case, on pourrait accepter que certaines réponses ne soient pas possibles, mais que le coût soit de 0, par exemple. Donc, c'est en fait un compromis à faire. D'accord. On a aussi Yanni qui demande si on peut créer un nœud pour assurer les tests de validation de l'agent, ou bien il est plutôt recommandé d'appliquer une validation humaine ou manuelle un peu à l'ancienne. C'est une super question. En fait, ce que j'ai fait pour générer ce plan de test, c'est que j'ai utilisé Gemini pour qu'il me propose des questions et une requête SQL correspondante. J'ai vérifié quelques fois. Idéalement, en fait, dans la review, c'est bien qu'il y ait en fait un humain qui vérifie.
aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il faut tout mettre en LLM à 100%, sinon, en fait, s'il y a une erreur, elle sera juste renforcée. Donc, en fait, c'est ici qu'un humain peut vraiment intervenir pour s'assurer que le plan de test correspond. Et effectivement, en fait, ce serait une super idée de créer un agent évaluateur. Donc ça aurait pu être une poursuite. C'est-à-dire que on peut imaginer que, tout comme ce schéma pour l'agent en lui-même, on peut imaginer que plutôt que d'avoir une question en français, on aurait un plan de test, les 1000 questions, je les introduis, je fais mon benchmark et ainsi de suite. Donc on aurait pu créer ce même schéma, mais pour tester l'agent. C'est une super idée. D'accord, merci à toi. Donc voilà pour la présentation. Et en fait, en faisant dérouler les différents modèles, effectivement, j'aurais pu en tester d'autres. Je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'a surpris le plus, c'est que mettre en place la planification, c'est pas forcément gage de meilleure qualité. Au contraire, en fait, j'ai remarqué que le système de chain of thought ne fonctionnait pas pour les questions qui étaient complexes, mais de complexité moyenne. En fait, ce qui se passe, c'est que le modèle commence à surréfléchir, et donc il invente parfois des choses qui ne sont pas très correctes. Et en termes d'optimisation, en fait, finalement, demander à l'agent de faire forcément un plan, ce n'est pas forcément gage de plus de qualité. Pour les étapes suivantes, en fait, une fois qu'on a fait ce prototype, donc ce serait de le partager. En fait, pour moi, c'est un peu comme des nouvelles spécifications, plutôt que d'écrire un cahier des charges ou bien des tickets qui expriment ce besoin. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on peut tout simplement développer un premier prototype et prouver la valeur, puis ensuite le partager avec l'équipe de développement pour le monter à l'échelle. Et s'il y avait des pistes d'optimisation, le premier, ce serait de mettre en place encore plus de contexte dans le schéma, faire une sorte de wiki interne. Par rapport à une question qui était posée initialement, c'était vraiment de faire des fichiers MD qui expriment vraiment quel est le contexte métier. On peut imaginer en fait aussi une boucle de feedback humain avec est-ce que cette réponse vous convient ou pas. J'aurais pu donner encore plus d'exemples, pas seulement 3, et prendre des exemples vraiment plus récents. Et aussi mettre en place des évaluations automatiques avec un agent comme on a. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Voilà le résultat de ce modèle. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est très bas parce que j'ai pris un mauvais modèle. En plus, j'ai désactivé toutes les fonctionnalités. Et vous voyez en fait que même sur des réponses simples, il s'est trompé. Donc, c'est pas top. On peut jouer comme ça avec différents modèles pour voir celui qui convient le mieux par rapport à son coût. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, on en a encore beaucoup, mais je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes. Dis-moi, Laurie. Je pense qu'on peut prendre les deux dernières questions et les autres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas ensuite, après le webinaire, de contacter directement Adam, de vous abonner à Adam sur LinkedIn ou aussi à sa newsletter. Voilà. Super. Alors du coup, on a Vincent qui demande quel est le niveau d'erreur entre un agent et une base de données relationnelle dans l'exécution des requêtes et la précision des résultats. Ça nécessite plus de tests. Je n'ai pas testé cet aspect, mais c'est peut-être en fait quelque chose qui pourrait être intéressant à tester. D'accord. On a aussi Cédric qui demande y a-t-il des techniques pour détecter la validité des réponses avant de les envoyer aux utilisateurs? Il faudrait ajouter un nœud. C'est une super question. En fait, on pourrait ajouter un nœud d'un LLM en fait, qui juge la réponse. Alors, après, je pense que ça va impacter le temps de réponse. Est-ce que l'utilisateur est prêt à attendre quelques secondes de plus avant qu'on lui transmette la question? Donc ça nécessite aussi d'être testé. C'est une super idée. En fait, ce qui est bien avec LangGraph, c'est qu'on peut ajouter autant de nœuds dans le système. Après, c'est juste un souci de performance et de temps de réponse. Ok, super.
Je pense qu'on peut prendre une dernière question, du coup, qui est à Faux, qui te demande comment est-ce qu'on peut se former. Est-ce qu'il y a des liens ou de la doc que tu pourrais leur recommander, voilà, sur le sujet? Alors, pour se former, très honnêtement, tous ces sont des modèles qui sont open source et leur documentation est disponible. Donc, en fait, on peut lire leur doc. Mais la façon dont je me forme, ou j'essaie d'apprendre, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que je démarre une conversation avec Gemini. Je lui dis que je veux me former sur un sujet. Et je lui dis, en fait, de me donner une idée de projet et un plan étape par étape, en lui disant que je suis débutant. Et ensuite, pour chaque étape, je la prends. Je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer comment faire cette étape, m'expliquer pourquoi, me donner les raisons. Et en fait, je trouve que ces modèles LM sont très bien pour apprendre. Je pense que c'est la meilleure façon. J'utilise à la fois pour du développement, mais aussi pour plein d'autres sujets, comme par exemple, même en product management, parfois, je lui dis, je veux faire une user research, est-ce que tu peux me donner le plan étape par étape? Et je discute avec lui. Parfois, il y a des erreurs, donc c'est bien de corriger. Il faut aussi savoir que ce sont des modèles qui peuvent se tromper, donc il faut les challenger et leur poser en fait pourquoi cette étape et pas cette étape-là, et ainsi de suite. Donc c'est plus un échange. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre webinaire. Je vois qu'on a reçu quand même pas mal de questions. Nous sommes vraiment désolés, on n'a pas pu répondre à tout, le manque de temps. Mais je vous invite à vous abonner à Adam sur LinkedIn et à sa newsletter. Comme ça, vous pouvez lui poser des questions sur le sujet directement. Merci beaucoup d'ailleurs, Adam, pour ce webinaire. C'était vraiment passionnant. Et merci Blanche, merci Hugo pour votre présence tous les deux. Et le replay, normalement, vous sera envoyé juste après. Et je vous souhaite une excellente journée à tous et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau webinaire sur un nouveau sujet. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.